Début mai 2022. Sur un tronçon de route dévasté près du village de Starostory-Soltiv, dans la région de Kharkiv, en Ukraine, une colonne de blindés russes avançait, menée par l'un des chars les plus avancés de la planète, le T-90 Mai. C'était le fleuron de Moscou. Char de combat principal moderne doté d'une nouvelle tourelle, un système de conduite de tir numérique, et du blindage réactif boulonné sur la coque. Les médias d'État russes l'avaient quasiment déclaré intouchable, comme une réponse directe aux blindés occidentaux. Mais les combattants de la défense territoriale ukrainienne, la plupart n'étaient même pas des soldats professionnels, n'avaient apparemment pas reçu ce message. En une attaque éclair, à peine perceptible, le T-90M n'était plus qu'une épave en flammes, à l'aide d'une arme, essentiellement un tube métallique d'environ 1 mètre de long, qui tire un obus non guidé. Cela coûte environ 3000 $ par tir, et basé sur un modèle qui est entré en service pour la première fois en 1948. Il s'agit du fusil sans recul, Carl Gustaf, fabriqué en Suède, connu aux États-Unis sous le nom de M3 Multi-Role Anti-Armor Anti-Personnel Weapon System, au MORS. Voyons comment un canon sans recul vieux de 80 ans transforme encore les meilleurs blindés russes en ferraille, et réécrit peu à peu la doctrine de la guerre moderne. Le canon n'était alors qu'un simple élément d'une situation en constante évolution lors du tir décisif. Selon une publication sur X du ministère ukrainien de la Défense, les troupes de défense territoriale ont d'abord isolé l'infanterie escortant le char par des tirs de mitrailleuses, puis ont touché le véhicule avec un RPG Sept, ce qui semblait bloquer sa tourelle. C'est seulement alors que le Carl Gustaf a fini le travail. Des analystes experts ont noté que le coup décisif pourrait avoir été la détonation des propres munitions du char. Une analyse en sources ouvertes a même soulevé la possibilité que le char endommagé ait été achevé par les Russes pour éviter qu'il ne soit capturé. Dans tous les cas, les Ukrainiens étaient suffisamment satisfaits des résultats pour inclure un remerciement dans leur publication au roi suédois Carl XVI Gustaf et à son peuple pour l'arme. Réfléchissez-y. Une arme bon marché, de type bazooka suédois tiré à l'épaule, a été utilisé par l'Ukraine pour détruire l'un des chars les plus chers de la Russie. En fait, en quelques jours, un deuxième T-90M aurait été détruit de la même manière près de la même ville. Maintenant, si l'on prend du recul par rapport à cet affrontement unique, le schéma devient encore plus clair. Au cours de la guerre, des sites de suivi en sources ouvertes comme le projet Oryx ont visuellement documenté bien plus de 150 pertes de T-90M d'ici juillet 2026, aux côtés de milliers de chars russes plus vieux. Aucune arme seule ne peut revendiquer ce chiffre. Les systèmes anti-chars portatifs remis à l'Ukraine occupent une place centrale dans ce résultat. La doctrine qui les a rendus létaux n'était pas compliquée. C'est pour cela qu'elle a marché, plutôt que d'affronter de front les colonnes blindées russes. L'infanterie ukrainienne s'est divisée en petites équipes, et a attendu au point de passage obligé pour les blindés, les lisières boisées, les ponts, les accès étroits menant aux villes. Ils laissaient le véhicule s'engager au centre, puis frappèrent de flanc, ou par l'arrière, là où même un char moderne est vulnérable, et quittèrent la zone avant l'arrivée des tirs de riposte. Le Carl Gustaf a été conçu précisément pour ce type de combat, parce qu'un char sur une route est rarement seul. Parce que l'infanterie se met à l'abri derrière lui. Le lanceur tire un obus anti-char à charge creuse sur le véhicule, détonnant un obus à fragmentation qui explose sur les hommes marchant derrière le char. Une arme, 2 catégories de cibles, à quelques secondes d'intervalle. La véritable source sur l'efficacité de ces armes vient directement des troupes ukrainiennes sur le terrain. Interviewés par des médias militaires ukrainiens, les tireurs ukrainiens évoquent des missions avec seulement 5 obus, 4 transportés par un assistant et 1 par le tireur. Ils soulignent que 5 obus suffisent généralement, car une arme aussi précise n'a pas besoin d'autant de munitions. Le bon obus est la discipline d'attendre le bon moment pour tirer. Ils disent préférer la visée mécanique simple à la visée optique dans le chaos du combat, car l'optique demande un alignement, et cela prend un temps qu'ils n'ont pas. Ils évoquent la manœuvre à 2 hommes, un soldat épaulant le tube pendant que l'autre charge par derrière, et de la règle imposant de rester à plus de 2 mètres derrière lorsqu'il est tiré, parce que ce qui sort de l'arrière d'une arme sans recul peut tuer. Les Ukrainiens ont aussi évoqué le poids, presque incidemment, ce qui est encore plus impressionnant qu'il n'y paraît au premier abord. Le M2 Carl Gustaf, qui était sans doute le modèle largement répandu à l'origine dans les années 60, pesait 14,2 kg. Son successeur, le M3, qui semble avoir été initialement envoyé en Ukraine depuis le Canada, a réduit ce poids à 10 kg. Et le tout dernier modèle, le M4, ne pèse que 6,6 kg, soit 33% de moins que le modèle précédent. Pour comprendre pourquoi cette arme fonctionne, il faut commencer par un mot-clé dans son nom qui est souvent omis. Sans recul. Lorsqu'un canon conventionnel tire un obus lourd, le recul briserait une épaule humaine.
Le Carl Gustaf règle ce problème grâce à la physique plutôt qu'à l'électronique. Au moment du tir, une portion soigneusement calculée des gaz de propulsion est évacuée par l'arrière du tube à travers une buse en forme de cône. Cette déflagration vers l'arrière génère une contre-poussée qui annule presque l'élan vers l'avant du projectile, ce qui permet à un seul soldat d'épauler ce qui est en réalité un canon portatif et de ne ressentir guère plus qu'une poussée ferme vers l'avant lors du tir. Mais cette même solution élégante a un coût tactique, qui pourrait devenir de plus en plus important chaque année. Le souffle arrière produit une violente signature de poussière, de flammes et de surpression. Et il crée une zone mortelle derrière le tireur. Sur un champ de bataille de plus en plus surveillé par des drones et des caméras thermiques, ce souffle arrière est un signal qui révèle exactement où se trouve le tireur. Ainsi, les équipes s'entraînent à tirer et à se déplacer aussitôt. Le principe sans recul est ce qui rend l'arme possible, et aussi ce qui fait que survivre avec elle dépend de la rapidité de déplacement. La deuxième caractéristique qui distingue le Carl Gustaf de presque toutes les autres armes de sa catégorie est que le canon lui-même est rayé ou alésé. Le canon possède des rainures en spirale qui font tourner le projectile à la sortie du tube. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Ce qui le stabilise en vol, comme la rotation d'un ballon de football ou d'une balle de fusil. Cela va à l'encontre de presque toutes les armes d'épaule comparables du siècle dernier, y compris le bazooka américain, le Panzerschreck allemand, et le RPG soviétique omniprésent, qui a porté ce fameux premier tir au char en 2022. Ces lance-roquettes sont à âme lisse et comptent sur les ailettes de la munition elle-même pour se stabiliser et atteindre la cible. Même les versions plus modernes des armes anti-chars adoptent généralement la conception à âme lisse. Les États-Unis ont utilisé le lance-roquette, jetable M72 Low pendant des décennies avant d'introduire l'AT-4, un autre lanceur sans recul jetable conçu par les Suédois, qui a progressivement assumé de nombreux rôles anti-chars plus lourds, tandis que le Low est resté en service. Mais le projectile rotatif, combiné à un système sans recul permettant à l'obus d'emporter plus de propulseurs, le Carl Gustaf gagne ainsi en vélocité et précision à longue distance. Certaines comparaisons montrent que les projectiles du Carl Gustaf quittent le tube à des vitesses plusieurs fois supérieures à celles d'un lance-roquette. En pratique, la précision et la portée du Carl Gustaf sont estimées entre 600 et 700 mètres. Un tireur expérimenté peut viser bien plus loin contre une grande cible immobile. Cependant, les différences s'accentuent ensuite. Et vous verrez que nous qualifions souvent les lanceurs modernes de jetables. Ce n'est pas un hasard, car la plupart des conceptions anti-chars courantes exigeaient un lanceur jetable, ce qui permettait de réduire l'appareil pour un usage exclusivement par l'infanterie. Cela concernait non seulement les plus petits AT-4, mais même au plus grand anglo-suédois Enlo, qui lui-même a gagné le respect pour son service pendant la guerre. Ce n'est qu'en arrivant au Javelin que le système devient semi-réutilisable. Le Javelin est un missile à usage unique installé dans son tube de lancement à l'usine. Et tout le dispositif est fixé sur l'unité de commande et de lancement, ou CLU, que l'artilleur utilise réellement. L'unité de lancement de commande contient les optiques et le système de guidage qui verrouille la cible. Puis, le Javelin prend en charge le ciblage réel et permet à l'artilleur de se replier pour une véritable capacité de tir et oubli. Le Carl Gustaf offre une flexibilité similaire sur le champ de bataille, mais différemment. Plutôt que de s'appuyer sur des missiles guidés, il combine un lanceur réutilisable avec une grande variété de munitions spécialisées.
Cela se reflète dans le prix d'environ 20 000 $ de l'arme, selon le contrat, et explique pourquoi il a été si important. C'est le coût du lanceur lui-même, mais le prix des munitions varie de seulement 500 $ à un peu moins de 3 000 $. Cela dépend des spécifications des munitions. En comparaison, l'unité de lancement et de commandement du Javelin coûte bien plus de 100 000 $, et le coût d'un seul missile Javelin, avec son tube, se situe entre 160 000 et 170 000 $. Cela rend essentiellement le coût d'un Javelin excessif, même si vous devez utiliser plusieurs Carl Gustaf pour détruire un seul char. Ce qui explique pourquoi le Carl Gustaf a survécu à toutes les armes destinées à le remplacer. L'incroyable arsenal de munitions que le canon sans recul de 84 mm peut utiliser, et c'est ici que les détails comptent. Contre les blindés, le cheval de bataille et la munition HIT 551 et sa variante améliorée 551C, un obus anti-char à assistance par fusée, efficace jusqu'à environ 700 mètres, soit la même portée nominale que le canon sans recul. Plus importante encore, l'obus peut percer environ 40 cm d'acier. Et contre un char moderne équipé d'un blindage réactif, le tireur peut passer à la munition tandem HIT 751, dans laquelle une petite charge précurseur fait exploser d'abord le blindage réactif, ouvrant un passage pour que la charge creuse principale perce la coque en dessous. Cela permet à l'obus de pénétrer plus de 50 cm de blindage, et ce, même derrière le blindage réactif. Et pour les exigences du combat urbain en espace restreint. Il existe même un obus pour le tir en espace confiné, le HIT 655, qui emploie une contremasse d'eau salée plutôt que du gaz pur pour limiter le souffle arrière, permettant de tirer l'arme en intérieur, une capacité que les armes sans recul classiques ne peuvent offrir sans tuer l'équipage. Cela crée un tireur d'élite anti-char depuis un point d'observation à l'intérieur ou sur un bâtiment ordinaire. Désormais, la famille de munitions équivaut à une compagnie de soutien d'infanterie concentrée dans un seul tube. Le HEDP 502 est un obus à double usage qui peut percer les blindages légers, la brique et les bunkers, avec une fusée que le tireur peut régler pour exploser à l'impact ou un instant plus tard afin de détonner à l'intérieur d'un mur. La ASM 509 est une munition antistructure conçue pour faire s'effondrer bâtiments et fortifications, tandis que la MT 756 utilise une charge tandem pour percer une position fortifiée et éliminer ce qui se trouve à l'intérieur. Le ADM 401 contient plus d'1 millier de fléchettes pour la défense à courte portée contre l'infanterie à découvert. La famille HE 441, à haut pouvoir explosif, projette des fragments à 1 km de distance et peut être réglée pour exploser en l'air au-dessus des troupes dans une tranchée, avec le modèle le plus récent étant le 441E, ou la munition 448 qui a été annoncée en 2022. Elle sera livrée dans le monde entier, notamment aux forces armées américaines et aux voisins de la Suède membres de l'OTAN. Il existe aussi des obus fumigènes pour dissimuler un mouvement, et des obus éclairants pour illuminer la nuit. Au bout de cette feuille de route de développement se trouve la munition polyvalente guidée, un projectile guidé par laser développé conjointement par Saab et Raytheon, qui promet de frapper des cibles mobiles jusqu'à environ 2,5 km, faisant évoluer cette arme analogique vers une véritable précision. Et même le prix est plus raisonnable, on prévoit qu'il atteigne environ 80 000 $, soit environ la moitié du prix du Javelin, tout en offrant des capacités de pénétration similaires, en offrant un guidage de précision grâce à la désignation laser. Donc, un Javelin détruit des chars et parfois des positions fortifiées. Le Carl Gustaf est ce que l'infanterie a de plus proche d'une solution universelle. Pour découvrir plus de développement d'armes en Suède, aux États-Unis ou dans d'autres grandes puissances militaires, abonnez-vous à l'émission Militaire. Nous abordons divers types d'armes et leur utilisation active dans des combats réels en Ukraine et ailleurs. Revenons au Carl Gustaf. Il est important de souligner que bien que l'efficacité de cette arme réside dans sa polyvalence et sa réutilisabilité, elle souffre tout de même de quelques limitations. Les anciens obus HIT peinaient à percer le blindage frontal composite épais et réactif d'un char de combat principal moderne. C'est précisément pour cette raison que les frappes réussies en Ukraine proviennent si souvent des flancs, de l'arrière et du dessus. Et c'est aussi la raison pour laquelle les obus tandem existent, tout simplement. Cette flexibilité d'utiliser des munitions apparemment disparates, combinée à des capacités quasi tir et oubli, à des rechargements rapides et à une grande facilité d'emploi, a permis au fusil de rester pertinent durant 8 décennies d'évolution des blindés. Et c'est précisément pour cette raison que le Carl Gustaf reste l'un des seuls fusils sans recul transportables par un homme encore existant. La première tentative de la Suède pour créer une arme sans recul tirée à l'épaule, un fusil anti-char de 20 mm du début
début des années 1940 était une mise en garde. Cette conception pouvait à peine entamer le blindage des chars de fin de guerre, fut produite en très petit nombre. La leçon de cet échec, même si l'on pouvait construire et entretenir un fusil anti-char sans recul, il était beaucoup plus difficile de faire en sorte que les munitions elles-mêmes détruisent effectivement la cible. Un petit projectile solide ne suffisait plus à détruire un char de face. Il fallait une ogive à charge creuse plus grande. Alors, en 1946, les concepteurs ont élargi le concept à 84 mm, assez grand pour transporter une véritable charge creuse. Et en 1948, l'arme est entrée en service en Suède. Dès lors, elle a tout simplement refusé de devenir obsolète. Elle fut d'abord utilisée au combat par les forces suédoises de l'ONU au Congo, au début des années 1960. Lors de la guerre des Malouines en 1982, les Royal Marines britanniques ont utilisé des Carl Gustaf pour contribuer à mettre hors de combat une corvette argentine, en neutralisant ses lance-missiles. Le M2 des années 1960 a laissé place au M3 des années 1990. Et en 2014, à l'ultra-léger M4, utilise du titane et une structure en fibre de carbone pour alléger le poids, bon pour des milliers de tirs, alors que le canon du M2 durait environ 500 tirs. La durée de vie du canon du M4 était d'environ 1000 tirs. La preuve la plus évidente de l'intégration de cette arme dans le combat moderne est la longue liste de ses utilisateurs, car une arme suédoise d'origine est désormais utilisée sous diverses formes dans plus de 40 pays. Les États-Unis illustrent comment le design suédois a supplanté les armes nationales chez ce qui est sans doute le plus grand et le plus en vue des développeurs d'armes au monde. Les forces spéciales américaines ont adopté le Carl Gustaf rechargeable il y a des décennies. L'armée régulière a mis le M3 en service en 2014. L'année suivante, l'objectif était d'en placer au moins un dans chaque section d'infanterie, suivi peu après par un M4 plus léger. La guerre en Ukraine a transformé une activité régulière en ruée. En 2024, la Pologne a signé ce que Saab a qualifié de plus grand contrat de combat terrestre de l'histoire de Saab, d'une valeur d'environ 1,2 milliard de dollars, et tout cela a servi à acheter des lanceurs Carl Gustaf, des munitions et de la formation. Le Japon, la Lituanie et les États baltes ont suivi le mouvement. La même année, Saab a lancé la construction d'une usine dédiée en Inde, son premier site de production entièrement détenu hors de Suède. Initiative pour accroître la production de munitions. La Suède a dépensé des centaines de millions de dollars pour remplacer près de 500 000 munitions envoyées à l'Ukraine et aux Alliés, compensant ainsi ses dons. Une arme vieille de 80 ans n'est pas utilisée à une telle échelle si elle n'est pas réellement utile, ce qui nous amène au développement plus récent de la liste. À savoir, le projectile mentionné précédemment appelé le HE-448, associé à un dispositif de contrôle de tir désigné sous le nom de FCD 558, prise isolément. Le HE-448 est un obus hautement explosif, et son autre nom, HE-441E aux États-Unis, suggère qu'il s'agit d'une amélioration directe par rapport à l'ancien obus antipersonnel, HE-41. Il contient environ 4000 billes de tungstène, pour une fragmentation plus dense et efficace contre les ennemis équipés de gilets pare-balles. Sa différence, il peut communiquer avec le lanceur lorsqu'il est chambré. La munition et son tube indiquent leur température de leur charge propulsive. Le tireur entre ensuite la distance jusqu'à la cible et sélectionne soit l'impact direct, soit l'explosion aérienne. Un petit ordinateur balistique calcule alors un tir optimal, communiquant avec une fusée via un protocole de données nommé Firebolt par Saab. Apparié de cette manière, l'obus peut, selon les rapports, atteindre des cibles à plus de 1,5 km et exploser précisément au-dessus d'une tranchée, d'un mur ou d'un nid de mitrailleuse, projetant des éclats sur les ennemis à couvert. Ainsi, la critique initiale du Carl Gustaf était qu'il n'était qu'un simple tube, volant tout droit vers tout ce qui se trouve devant lui. Mais on peut dire que ce défaut a été corrigé par l'ingénierie. Cette capacité anti-tranchée conduit également à quelques théories intéressantes sur la façon dont l'arme est utilisée en Ukraine en 2026. Les deux problèmes les plus difficiles auxquels l'infanterie ukrainienne est confrontée sont les troupes ennemies retranchées dans des lignes de tranchées et les véhicules blindés avançant à découvert. Ces deux menaces sont précisément celles qu'un obus à explosion aérienne programmable neutralise. Un obus anti-char serait perdu contre eux, et tirer en ligne directe force le tireur à rester exposé longtemps, un pari qu'il pourrait perdre. Faire éclater l'obus au-dessus de la tranchée à plus d'1 kilomètre est une option totalement différente et bien plus sûre contre de l'infanterie dispersée. Elle peut remplacer l'artillerie. Donc si l'arme est déjà déployée, le HE-448 et son dispositif de contrôle de tir offrent aux groupes ukrainiens une capacité portable et précise de lutte contre l'infanterie, ce qui change réellement ce qu'une seule équipe anti-char peut accomplir. C'est le résultat de la conception de l'arme et de la nature des combats.
Et il n'est pas nécessaire de spéculer sur qui l'a demandé. Mais il existe une autre solution possible, bien plus discrète et brutale. Saab a décrit le développement du HE-448 sur la base de relations étroites avec les clients et de leur retour. Une formulation qu'elle reprend dans ses documents. Le premier communiqué de presse faisant cette affirmation est paru en mai 2022, et les forces armées suédoises ont commencé à recevoir les munitions en décembre 2021. Il est trop tard pour dire que la munition a été conçue dans les tranchées d'Ukraine. Cependant, la HE-758 plus récente correspond en fait à ce critère. Annoncée en mai 2026, la HID-758 est un obus anti-char tandem. Et surtout, c'est le successeur de la HID-751, qui a en fait été crédité pour des destructions de T-90M russes par Carl Gustaf. À ce stade, la boucle de rétroaction n'est plus un argument marketing, mais devient traçable. Les équipages ukrainiens avaient déjà prouvé l'efficacité du HID-751 face au T-90 russe, équipé de blindages réactifs Contact 5 et Relict. La même protection que Moscou installe sur ses meilleurs chars. Saab a utilisé ces résultats pour chercher un obus capable de vaincre non pas un seul blindage russe, mais tous. Mais plutôt que d'itérer manuellement, les ingénieurs de Saab ont appliqué l'apprentissage automatique à 50 000 conceptions préliminaires, cherchant une configuration pouvant vaincre tous les blindages réactifs russes connus. Le résultat fut une charge précurseur non initiatrice. Une charge qui enlève le blindage réactif sans le déclencher, ouvrant la voie à une charge principale qui perce jusqu'à 70 cm de blindage. Pour rappel, la conception initiale pouvait percer 50 cm, selon la couverture médiatique du lancement. Saab a admis que les performances passées du Carl Gustaf en Ukraine ont influencé le développement du nouveau projectile. Voici la boucle de développement utilisée par la Suède. Un artilleur ukrainien tire un obus de Carl Gustaf sur un char russe. Le blindage réactif de ce char et de ceux qui survivent devient des données. Ces données deviennent des simulations en Suède. Avec du recul, le Carl Gustaf n'est qu'une petite part d'un changement plus large. La Suède est devenue un fournisseur d'armes indispensable pour l'Occident. Aujourd'hui, elle exporte l'équipement Fighter, le NLAW et les armes anti-chars AT-4, le Carl Gustaf. Et à partir de 2026, même les systèmes qui surveillent le ciel. Le dernier développement est survenu en juillet 2026, quand l'OTAN a annoncé à un sommet à Ankara l'ouverture de négociations pour remplacer ses avions radars AWACS de la guerre froide, les yeux vieillissants de l'Alliance dans le ciel. Le système retenu était le GlobalEye de Saab, un avion de surveillance dérivé d'un jet d'affaires, préféré au A-7 Wedgetail de Boeing, dans le cadre d'un contrat d'une valeur pouvant atteindre 4,5 milliards de dollars pour jusqu'à 10 appareils, soutenus par 11 États membres. La direction de l'OTAN s'est tournée vers les avions suédois, car ils ont été conçus pour faire face aux menaces qui définissent désormais cette époque. Des essaims de drones et des missiles de croisière. Elle a présenté ce choix comme celui d'une Europe résolue à bâtir sa propre base industrielle, plutôt que de dépendre d'un gouvernement américain, jugé désormais imprévisible et de sa politique étrangère. Ce qui nous ramène au début, où nous avons évoqué que Carl Gustaf n'était pas le seul responsable de cette destruction décisive du T-90M. De plus en plus, de petites drones de reconnaissance repèrent les cibles, survolant une lisière pour repérer une position retranchée, ou un véhicule qu'une équipe au sol ne pourrait jamais voir depuis sa position à couvert. Les équipages de drones guident l'équipe anti-char pour engager la cible d'un tir précis. Dans cette répartition des tâches, l'association valorise les atouts de chacun. Le drone, moins cher et facilement remplaçable pour la reconnaissance, alors que le lanceur offre plus de puissance de feu mais coûte plus. Un obus à explosion aérienne programmable comme le HE-448 rend la combinaison encore plus mortelle, car un drone peut confirmer l'emplacement exact où l'ennemi se cache, et le tireur peut régler l'obus pour qu'il explose directement au-dessus d'eux. Même si le concept de cette arme date de plusieurs décennies, le drone pourrait en fait prolonger encore la durée de vie de cette arme au lieu de la remplacer, chacun compensant les faiblesses de l'autre. Mais même dans ce cas, le simple Carl Gustaf est loin d'être la seule raison pour laquelle la Russie perd des chars à tout va. Vous pouvez voir l'étendue des dégâts, et pourquoi les remplacements ne suffisent pas dans cette vidéo. Pour en savoir plus, abonnez-vous à l'émission militaire, activez les notifications. On se retrouve dans la prochaine vidéo.